Peut-on parler d'un complot quand ses auteurs ou ses comparses annoncent publiquement leurs objectifs? En France, 22 millions de spectateurs ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le site officiel l'annonçait. Il s'agirait de briser les codes. La promesse a été tenue. Pulvérisés, ringardisés, les codes des cérémonies d'ouverture des Jeux ont explosé sur la scène, écrit l'éditorialiste du Parisien. La cérémonie fut un kaléidoscope éblouissant de la culture française, mêlant tradition et modernité. Plus loin, un journaliste s'émerveille. Les planètes étaient alignées. La musique pouvait enchaîner Ravel, Satie, Claude François et Ottawan. C'est ça la France, toute la France. Une France sans rapport avec d'autres, rétrograde, franchouillarde, surannée. L'Indépendant précise que le spectacle de 2024 fut très loin de la cérémonie franchouillarde de la dernière Coupe du Monde de rugby. C'est bien un rendez-vous mettant à la fois à l'honneur la culture française et son ouverture sur le monde qui a été proposé. Rappelez-vous en effet ce spectacle censé représenter l'art de vie à la française. Cérémonie étrange, car elle étalait la France des années 50, avec comme protagoniste un boulanger blanc, Jean Mich, en tricot de peau, coiffé d'une casquette. Intolérable. S'y ajoutaient des scènes ringardes montrant cette France d'avant mai 68. Fort heureusement, la faute a été réparée. 20 minutes lance. Contrairement à la cérémonie d'ouverture un poil réac de la Coupe du Monde de rugby 2023, celle des Jeux Olympiques 2024 a joué l'ouverture à fond. Au programme, chanteuse noire, sororité et transgression. La transgression comprend la moquerie blasphématoire avec le dernier repas du Christ, la scène, jouée par des drag queens. Avec d'autres, Marion Maréchal l'a dénoncé. Loin de s'offusquer toutefois, la Charente Libre explique qu'en montrant la scène jouée par des drag queens, la cérémonie entendait aussi célébrer la modernité, la diversité, le respect de la différence et l'inclusivité. La Dépêche ajoute « Avec sa grandiose cérémonie d'ouverture d'hier, la France s'est montrée brillante, ouverte sur le monde, fière, fraternelle et universelle. » Déjà, il fallait oser lancer l'affaire avec 2 enfants issus de l'immigration, Jamel Debbouze et Zinedine Zidane. J'ajoute que pour achever la cérémonie, 2 athlètes guadeloupéens ont été choisis. Un journaliste assure « Le choix des derniers porteurs de la flamme s'est révélé comme une évidence. Tous les 2 triples champions olympiques, la Guadeloupe en majesté. » Loin de moi l'envie de contester à ces 2 athlètes leur mérite. Mais n'y avait-il vraiment que 2 Guadeloupéens, c'est-à-dire 2 non-blancs? Interrogé, le président du comité de l'organisation des Jeux Olympiques dément. C'était forcément un choix difficile. Tellement de sportifs français ont marqué l'histoire de notre pays. Ah, il y avait donc beaucoup de sportifs blancs. Dès lors, pourquoi avoir choisi 2 Guadeloupéens? Le président répond « Depuis plusieurs semaines, mon choix était assez évident et il s'est imposé. Il y avait beaucoup de messages forts pour moi les concernant. Un homme et une femme pour les premiers Jeux paritaires, champions français et rassembleurs. » Bref, la décision fut imposée par le politiquement correct qui, bien naturellement, comprend la promotion des non-blancs au nom de l'antiracisme. Michel Onfray souligne « L'écriture de ce spectacle par un homme blanc quinquagénaire judéo-chrétien fut un exercice de haine contre l'homme blanc quinquagénaire judéo-chrétien. » Il ajoute que l'objectif de cette cérémonie était clair, célébrer l'homme nouveau, déconstruit pour une France nouvelle métissée, cosmopolite, LGBTQ+, etc. Il a raison, mais la presse politiquement correcte s'en réjouit. Le Parisien ironise, ceux qui ont peur de la différence en ont peut-être cauchemardé. Plus loin, le quotidien vante un magnifique symbole. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura chante en rythme et en cadence avec la garde républicaine. Au nez et à la barbe des grincheux. Une belle revanche après les attaques racistes. Contemplant ce spectacle, Gabriel Attal lance « Citez-moi un meilleur duo, je pourrai toujours attendre. » Le meilleur de la France, le meilleur de nous-mêmes, s'exclame Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. L'élu écologiste Sandrine Rousseau conclut « Que le monde soit woke, il sera tellement plus beau. » Tel est, en effet, le monde que ces élus promettent, ouvertement, sans se cacher. Et ce monde, il faut l'aimer.
Un journaliste qui a suivi la cérémonie prévient « Le rêve est devenu réalité devant nos yeux noyés sous l'émotion. Celui qui n'a pas versé une petite larme hier soir est un sans-cœur ou un menteur. » Vous voilà prévenu. Si vous n'aimez pas cette terre promise, ce rêve, c'est que vous avez un problème. Dès lors, attention à vous, car les ennemis du monde wokiste doivent disparaître. J'exagère? Nullement. Michel Onfray note « Retenons 2 moments emblématiques dans ce Disneyland wokiste kitsch. Cette parodie de la scène et cette célébration de la terreur de 1793. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On aura compris qu'il faut donc en finir avec cette religion-là qui est celle de notre civilisation. Comment? En retrouvant la terreur, la décapitation, le tribunal révolutionnaire, la guillotine. Ceux-là même qui panthéonisent Badinter pour avoir aboli la peine de mort font en même temps de la guillotine un instrument de gouvernement. Attaquer le christianisme et célébrer la peine de mort contre une femme dont la seule faute fut d'être l'épouse de son royal mari, voilà bien de sinistres augures. Il a raison. La scène moquée et Marie-Antoinette décapitée sont 2 signes forts de la dictature wokiste qui s'installe. Une dictature matérialiste qui assurera l'avènement d'une société mondiale de l'hyperconsommation. Tout cela est clairement annoncé, déjà avec ce tableau. La scène tournée en dérision avec, devant, un Bacchus vautré dans le confort et les biens matériels. Il n'y a donc aucun complot, les messages sont limpides. Pourquoi ? Parce que les supermarchés étant achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, la majorité du peuple cautionne cette évolution. La liberté qu'il réclame est celle de consommer, qu'il s'agisse de biens, de services ou de sexe. Les libertés politiques, le peuple accepte de les sacrifier sur l'autel du confort de vie. Stefano Boni constate, les masses se sont préoccupées de leur libération en aspirant surtout à augmenter leur pouvoir d'achat. Homo Confort a renoncé à la volonté de se réapproprier le pouvoir politique et il a accepté son assujettissement en contrepartie d'une vie confortable. La force du système ne réside donc pas dans des conciliabules qui seraient tenus au sein de loges maçonniques, elle réside avant tout dans cet acquiescement d'une majorité que l'on a pu constater lors de la cérémonie. L'auteur de l'ère du consommateur est formel. Il faut renoncer définitivement au mythe de la conspiration. Il n'y a personne au sein du dispositif technique pour penser effectivement celui-ci et donc pour vouloir consciemment ce qu'il veut. Ce mécanisme va toujours plus loin, non pas par souci conscient de manifester sa volonté de puissance, mais parce qu'aller plus loin, c'est-à-dire être davantage productif, constitue la condition de sa profitabilité et donc de sa survie. D'où la complicité de cette masse anonyme qui, docilement, assure le bon fonctionnement du système afin d'en profiter, même s'il s'agit de miettes. Tant qu'il en sera ainsi, aucun changement de cap ne sera possible.